Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez bienvenus sur TV Vendée dans cette matinale du mercredi 7 mai. J'espère que vous allez bien en ce dernier jour d'une semaine de travail aussi pour certains, la veille d'un grand week-end avec le pont du 8 mai. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants Christophe Dubois, directeur des bibliothèques de Vendée et conservateur du patrimoine. Il est venu nous parler de cet ouvrage, Les Juifs en Vendée, l'histoire des familles juives en Vendée durant la Deuxième Guerre mondiale, un livre qui est sorti au mois de mars aux éditions du Centre vendéen de recherche historique. Et nous avons également échangé avec lui sur cette date particulière du 8 mai pour savoir comment les Vendéennes et les Vendéens l'avaient vécu en 1945. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour à la veille du 8 mai, justement, jour de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La mémoire s'ancre dès aujourd'hui à Saint-Jean-de-Mont. La ville a pris de l'avance en organisant vendredi dernier la 5e édition de Mon Souvenir, une journée dédiée à la transmission de l'histoire auprès des collégiens. 40 élèves ont ainsi remonté le fil du temps pour se glisser dans la peau des soldats de l'époque. À Fontenay-le-Comte, le climat social se tend à la poste. Une trentaine de salariés sont en grève depuis le début de la semaine. En cause un projet de réorganisation prévu cet été, jugé menaçant pour l'emploi et dénoncé par les syndicats CGT et Sud PTT. Une grève illimitée qui semble vouloir se poursuivre malgré 2 rencontres avec la direction. Nous mettrons le cap sur les Sables d'Olonne pour la 22e édition de la solo Maître Coq. 18 skippers s'affrontent cette semaine dans cette course en plusieurs étapes, considérée comme un passage obligé pour les aspirants au Vendée Globe. Charlie Dalin ou encore Sébastien Simon y ont participé dans le passé. Et avant de développer cette actualité, on fait maintenant un point sur votre météo pour aujourd'hui. Placez plutôt sous le signe du soleil en ce qui concerne ce matin. Comptez 6 degrés dans les terres, 8 sur le littoral. Dans l'après-midi, le ciel sera bien plus nuageux. Les températures seront en légère hausse avec 18 degrés en moyenne dans les terres et 20 sur la côte vendéenne. On fait donc d'ailleurs un petit tour justement pour aller voir le ciel du côté Notre-Dame-de-Mont sur la plage des Régates. Et c'est plutôt un ciel très ensoleillé du côté de Notre-Dame-de-Mont ce matin. On fait maintenant un point sur les marées pour aujourd'hui avec une basse mer qui était donc ce matin à 8h10 et qui sera de nouveau donc basse à 20h30. Pleine mer cette nuit à 2h30 et à 14h55. Coefficient de 46 à 50. Le passage du Gois, lui, est actuellement au plus bas pour ce matin et il le sera à nouveau à 20h40. On fait le tour maintenant, comme tous les matins, des marchés du jour avec dans le sud du département celui de Danvix de 8h30 à 12h30 place de l'église. Le marché également de Comtier, c'est de 8h à midi, là aussi place de l'église. Et puis celui de Dompierre-sur-Yon de 8h à 12h30 place de la Résistance. On fait maintenant un petit point sur vos conditions de circulation. Rien de particulier à vous signaler ce matin. Quelques travaux néanmoins à vous rappeler. Prudence sur la D160 entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière. Il peut y avoir plusieurs circulations alternées avec des travaux sur le réseau de fibres. Travaux également sur l'axe La Roche-Bournezeau à hauteur de Bournezeau avec une fermeture partielle des voies de circulation. Et puis également quelques perturbations à prévoir à l'entrée des Sables d'Olonne avec des travaux au niveau de l'hôpital. Travaux d'aménagement de l'Arena, la future grande salle de sport et de spectacle. Et en ce mercredi 7 mai, nous fêtons les Giselles. Bonne fête à toutes et il est temps donc de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Demain, nous serons donc le 8 mai, jour de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe avec la capitulation de l'Allemagne nazie. La municipalité de Saint-Jean-de-Mont avait anticipé cette journée en organisant vendredi dernier la 5e édition de Mon Souvenir, une journée de sensibilisation pour les collégiens à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. 40 élèves se sont ainsi plongés dans la vie des soldats de l'époque à travers différents ateliers pratiques, un rallye mémoriel et une exposition. Reportage d'Alix Lanos. Soit tu le laisses comme ça, tu appelles le copain, soit tu prends l'initiative de soulever la boîte. Opération déminage en cours pour ces élèves de 3e qui vont, pendant une journée, vivre de façon immersive le quotidien des soldats durant la Seconde Guerre mondiale. Tu posais ton pied là-dessus, tu continuais, ça sautait.
à cette hauteur-là et c'était mortel à plus de 50 mètres. J'ai appris beaucoup de choses comme des nouvelles armes, ne pas toucher à des choses que tu ne connais pas, par exemple des grenades, des mines. Et j'ai adoré cette journée, elle est très bien. Une journée organisée par le service enfance-jeunesse de la ville de Saint-Jean-de-Mont pour sensibiliser les collégiens et faire vivre le devoir de mémoire. C'est de compléter aussi le programme d'histoire géo pour leur montrer très concrètement ce qu'on ne fait pas forcément dans les musées, s'approprier les outils, les matières. Quand on commence à porter une radio qui fait 15 kg, plus un équipement en laine, pour eux c'est vraiment comprendre aussi la dureté de l'époque. Et puis c'est aussi leur rappeler que nous avons vécu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 80 ans très précisément, eh bien, l'horreur la plus absolue de ce que l'humanité peut aujourd'hui engendrer. Au programme, atelier déminage donc, mais aussi communication pour apprendre à transmettre des messages codés, un rallye mémoriel à vélo dans la commune de Saint-Jean-de-Mont, ainsi qu'un escape game qui, pour l'instant, semble laisser Aubin un peu perplexe. L'effet du mort, c'est moi, j'ai quelques lettres bizarres, mais j'essaye de chercher. Non, c'est très dur. Là, je galère. Un moment de partage idéal pour sensibiliser les jeunes à d'éventuelles carrières militaires. Avec la suspension du service militaire, on s'aperçoit que les jeunes ne connaissent pas. Et ça nous permet justement d'échanger, tout simplement, pour le lien armée-nation qu'on peut avoir, hormis les cérémonies commémoratives qu'il y a dans le département. Mais voilà, d'avoir une approche de militaire et susciter éventuellement des vocations. 40 élèves des classes défense des 2 collèges de la commune ont pu participer à cette journée de sensibilisation, une manière de rendre l'histoire accessible et la mémoire plus vivante. Et dans le cadre des commémorations du 8 mai 1945, la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie organise plusieurs événements à partir de demain et durant l'ensemble du week-end. Au programme, la reconstitution d'un campement militaire des forces alliées de l'époque. Il est organisé grâce au concours de l'association Véhicules militaires historiques de Vendée. Les reconstitueurs accompagneront également le défilé prévu demain dans le cadre des cérémonies officielles. Nous partirons en défilé depuis la cérémonie du camp militaire, donc au camp militaire, on partira vers la cérémonie au monument aux morts. En défilé avec donc les véhicules militaires, nous aurons également le Pipe Band de Nantes qui sont donc des cornemuses, une association de cornemuses, et nous allons donc vers la cérémonie au monument aux morts qui se déroulera à partir de 11 h. Nous prenons maintenant la direction de Fontenay-le-Comte à la plateforme courrier-colis de La Poste. Une trentaine de salariés sont en grève depuis le début de la semaine. Un mouvement qui concerne principalement le personnel chargé de la distribution du courrier et qui est soutenu par la CGT et Sud PTT. Il s'oppose à un projet de réorganisation qui doit prendre effet en juillet prochain et qui pourrait entraîner des suppressions de postes. Dans un communiqué, les syndicats dénoncent également un climat de travail anxiogène, une infantilisation des salariés et des sanctions abusives. Malgré 2 rencontres avec la direction du site, la grève se poursuit. Concrètement, leurs tournées vont être allongées. Certaines font déjà 100 km aujourd'hui et on va passer à 120, 130, 140, 150 km. La Poste, elle restructure tous les 2 ans et à coup de suppression d'emplois, on arrive au bout d'un schéma. Les revendications sont aussi d'ordre financier, puisque un facteur aujourd'hui est payé un peu plus que le SMIC, tout juste un peu plus que le SMIC, y compris en fin de carrière. Donc aujourd'hui, il y a des revendications légitimes sur le plan financier. On demande une prime de reconnaissance à hauteur de 2 000 €. Et pour l'instant, la Poste n'entame aucune négociation non plus sur cette revendication-là. De son côté, la direction de La Poste n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro sur le sujet, mais indique dans un mail que grâce à la mise en place d'un plan de continuité de service, les perturbations sont très limitées et que la direction de l'établissement met tout en œuvre pour un retour à la normale le plus rapidement possible. La communauté de communes Chalangois lance une bourse au projet pour les jeunes intitulée Go. Cette bourse doit permettre à des groupes de jeunes âgés de 14 à 25 ans du territoire de présenter des projets culturels, sportifs, environnementaux ou encore solidaires et de bénéficier d'un accompagnement humain et financier afin de concrétiser ces projets. Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 12 mai. S'en suivra une première sélection, puis un passage de chaque groupe devant un jury composé de membres du service enfants, jeunesse et d'élus.
Que ça soit collectif, c'est surtout ça qu'on va demander, avec une pertinence, que ça ait du sens, que leur action ait du sens et que ça soit mis dans le cadre local. Voilà. Soit parce que ça se passe sur le territoire, soit parce qu'il y a un lien aussi avec le territoire, que ce sont des jeunes du territoire envoyés à l'international ou autre. Il faut que nos jeunes soient valorisés. Et il faut aussi qu'ils retrouvent l'estime de soi. Ils sont capables de faire de très belles choses. Et justement, l'objectif de cette bourse, c'est qu'ils puissent se fédérer entre eux, d'échanger, de se rassembler et de faire des partages d'idées et de pouvoir les présenter à leurs camarades, aux autres tout simplement, et de dire, eh bien voilà, on est capable de faire. Pour la 22e année consécutive, la Fondation pour la recherche sur le cerveau s'associe au Comité des parcs et jardins de France pour organiser l'opération Jardin ouvert pour le neurodon, une opération de sensibilisation pour faire avancer la recherche sur le cerveau et ses dysfonctionnements. En Vendée, 7 jardins ouvriront leurs portes à partir de demain et jusqu'à dimanche. Une partie du prix du billet d'entrée sera reversée à la Fondation pour la recherche qui travaille entre autres sur les maladies d'Alzheimer, Parkinson ou encore la sclérose en plaques, des maladies qui concernent une personne sur 3 en France directement ou indirectement. C'est un sujet d'actualité. La population française, comme les autres populations, vieillit. Ce sont des maladies qui sont susceptibles d'affecter de plus en plus de personnes âgées. La nature est notre meilleur allié. Et où trouver mieux une expression vivante de la nature au printemps, mais dans les parcs et jardins, et spécialement dans les 7 parcs et jardins de Vendée qui ouvrent leurs portes cette année, les 8, 9, 10 et 11 mai. Nous retournons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie où à partir de demain débute l'exposition Chavik à la salle Marie de Beaucaire. 170 œuvres exposées de 14 peintres et 3 sculpteurs avec également un marché de créateurs et un concert de jazz. Les fonds récoltés durant l'exposition seront reversés à 2 associations, à celle des réfugiés du pays de Saint-Gilles et à l'aide pour Mayotte. L'objectif, c'est d'abord de faire connaître les 2 associations, la RPG et l'Étape, et surtout d'avoir une manne financière, donc 10 000 € pour la RPG, 10 000 € pour l'Étape, et puis de surfer sur cette vague pour en profiter pour faire des bâtiments durs à Mayotte. 10 000 €, ça représente beaucoup parce que c'était un nouveau projet que l'on a mis en place. On avait souhaité, on avait réfléchi à avoir un logement en permanence, en location bien sûr, et ça ne s'était pas fait. Ça ne s'est pas fait pour plein de raisons, parce qu'il faut tenir sur le long terme. Et puis, ces 10 000 €, ça y est, le projet est en réflexion chez nous. Donc, on va louer une maison en permanence sur au moins 2 voire 3 ans pour accueillir des gens, des réfugiés qui sont sans logement. La 22e édition de la Solo Maître Coq a démarré en ce début de semaine et se terminera dimanche au Sable d'Olonne. 18 skippers sont engagés sur cette épreuve de la classe Figaro qui est découpée en plusieurs courses avec 2 régates côtières, puis une grande épreuve qui démarre demain avec une arrivée prévue samedi. La Solo Maître Coq est considérée comme l'antichambre du Vendée Globe. Le vainqueur de la dernière édition de l'Everest des mers, Charlie Dalin, est passé par là, tout comme le skipper vendéen Sébastien Simon. Ils ont fait déjà quelques courses, mais au début d'année. Le programme commence au mois de mars, pas avant. Donc ils ont fait 1 ou 2 courses. Et il y a quelques aguerris. Si on prend Jules Delpech ou Tom Dolan qui a gagné la dernière course du Figaro, effectivement, ce sont des aguerris. Mais il y a presque 80% de bisous quand même, quoi. Ah, mais c'est sûr que dans le lot de coureurs, il y en a qui rêvent du Vendée Globe, ça c'est évident. T'as d'esprit plutôt de faire simple et de prendre du plaisir. Et depuis 1 an, ça a plutôt bien fonctionné. Donc je repars un peu dans ce même état d'esprit de faire ce que je sais faire et sans rien inventer. Les conditions sont assez clémentes. Je pense que ce que j'apprends le plus pour l'instant, c'est le froid. Mais non, ça va. On en a déjà fait pas mal et non, je pense que ça va être très sympa. Et en parlant de voile, je vous rappelle que la remise officielle des prix du Vendée Globe 2024 aux différents skippers et notamment au vainqueur Charlie Dalin, c'est samedi prochain au Sable d'Olonne avec un grand défilé prévu dans le Chenal. On termine avec un mot de basket puisque hier c'était l'avant-dernière journée du championnat de National 1 masculine avec l'espoir pour les clubs vendéens de Chaland et des Sables de consolider leur place au classement afin de se qualifier pour les playoffs. Pour rappel, les 8 premières équipes
équipes du classement se qualifient. Le Vendée Challand Basket recevait donc hier soir Orchy. Les Chalandais se sont imposés 100-85 et consolident ainsi leur 3e place. Au même moment, les Sables Vendée Basket affrontaient à domicile Le Havre et courte victoire des Sablais 79-75. Ils sont actuellement à la 8e place. Nous regardons maintenant votre météo de la matinée. Une météo placée sous le signe du soleil sur une majorité du département. Des nuages sont présents, surtout dans le sud Vendée. Le vent nous arrive du nord-est et souffle entre 30 et 40 km/h. Les températures sont très légèrement à la hausse avec 6 degrés à Montée du Vendée, 7 à La Châtaigneraie, La Roche-sur-Yon et Beauvoir-sur-Mer, 8 au Sable d'Olonne et La Tranche-sur-Mer, 9 degrés à Fontenay-le-Comte et 10 à l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps de passer maintenant au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré au lancement de la saison touristique dans le sud de la Vendée, dans le Marais Poitevin, et plus particulièrement pour les bateliers au sein de la Venise verte. Regardez. Comme on le fait depuis des années, c'est-à-dire en développant les produits, donc en ayant une diversification importante de produits, de lieux, pour les accueillir dans les meilleures conditions et éviter la problématique du surtourisme dont on parle souvent. Et donc là, le fait d'avoir un maillage d'acteurs dans l'ensemble du marais, qui est quand même un grand marais, puisque 110 000 hectares de zones humides, ça nous permet d'avoir une vingtaine d'embarcadères, donc pas un seul qui concentre tout, d'avoir donc une variété d'opérateurs et avec plus de 800 km de pistes cyclables, etc. On a vraiment les conditions idéales pour accueillir sans surcharge les touristes dans les conditions les meilleures. Un 18e référentiel sur notre Marais Poitevin qui constitue les barques à fond plat, c'est-à-dire une barque que nos ancêtres ont connue dans le Marais. Et aujourd'hui, Benjamin a décidé de les reconstruire et donc c'est un réel plaisir de pouvoir lui donner cette valeur parc aujourd'hui en même temps que le lancement de la saison touristique. C'est un travail qui a démarré en 2023, sur lequel je refais pas mal de recherches pour reconstruire des gabarits en reprenant d'anciens bateaux et aussi des bateaux plus modernes pour faire revivre le bateau en bois traditionnel du Marais. Alors en termes d'heures, sur un bateau comme celui-ci, avec un niveau de finition un petit peu plus élevé que ce qu'on pouvait avoir à l'époque, c'est à peu près 3 semaines de travail aujourd'hui. Que j'espère bien diminuer à force de peaufiner mes gabarits et donc ce qui me fera gagner aussi du temps par la suite. Fabricant de barques en bois, actuellement je suis le seul. Il y a déjà eu une personne, un autre menuisier qui avait tenté de le faire il y a quelques années. Et puis je connais quelques menuisiers qui l'ont fait pour eux aussi. Mais de manière les proposer comme ça à la clientèle avec un modèle type, actuellement je suis le seul en tout cas. Parce que la demande n'est pas très forte, parce que la barque en bois, bien que ça soit un bel objet et ça demande plus d'entretien qu'une barque en fibre ou en plastique, c'est évident. C'est plus pour l'amour de l'objet qu'on va se tourner vers le bateau en bois. Et pour sa flottabilité qui est assez différente au final. Chaque matériau sur un bateau va lui apporter un comportement assez différent. Et voici pour ce plus de l'info consacré donc à la reprise de la saison pour les bateliers et à la production justement des célèbres barques de la Venise verte. Comme tous les mercredis, on parle maintenant de cinéma. Et dans le cinéma de la semaine, aujourd'hui, nous parlons d'un film qui sortira en avant-première en Vendée dimanche au Cinéville. Il s'appelle Ariodante, du nom de l'œuvre de l'opéra de Georges Friedrich Händel. Justement, le réalisateur avec lequel nous avons pu échanger, a suivi justement la représentation de cet opéra faite par les Arts Florissants sous la direction de William Christie. Ce qui est aussi unique quand on filme un spectacle vivant, c'est que on va dire qu'il y a des soirs qui sont meilleurs que d'autres, et puis il y a une alchimie avec le public qui se passe.
Et du coup, ça transporte tout le monde au-delà de ce qu'ils font habituellement. Voilà. Et cette soirée-là a été exceptionnelle. Voilà, quand on voit le film, on voit que tout d'un coup, la Philharmonie s'enflamme pour ce spectacle et ces artistes. Et les artistes, du coup, sont transportés, ils vont au-delà de ce qu'ils font habituellement. Il y a une histoire à raconter. Donc, en fait, on fait vraiment des choix de choses qu'on monte pas, des choses qu'on reste concentré pour qu'on garde l'intention et qu'on comprenne l'émotion et de ce qu'on veut raconter. Voilà, donc c'est pour ça que c'est plus un film de cinéma qu'un spectacle, on va dire, filmé simplement. On plonge le spectateur comme si vous étiez sur scène au cœur de l'orchestre. C'est quelque chose que nous, on a l'habitude de... Quand on filme les répétitions, on est avec eux, c'est des salles beaucoup plus petites. Donc on est proche et on a un contact, on va dire, vraiment très très proche. Du coup, on ressent des choses et on a une sensation d'être avec l'orchestre, ce qui est vraiment très différente que d'être dans une salle. Voilà, donc on avait envie d'essayer de faire ça, donc on a passé beaucoup de temps à mixer spécialement pour faire ça, pour répartir le son en 7 points dans une salle et garder cette proximité. Et ce qui était très intéressant, c'est que du coup, après, on leur a proposé cette option aux Arts Florissants pour vérifier que ça correspondait avec ce qu'ils avaient envie et aussi qu'ils n'étaient pas déroutés par cette approche qui est très différente. Et ils ont adoré parce ils nous disent, on a l'impression d'être au cinéma et en même temps d'être sur scène avec les artistes. Et du coup, c'est vraiment fort comme relation. Voilà. Et c'est aussi, ça permet de ne pas essayer de faire la même chose que le spectacle. On propose une autre vision, un autre point de vue et on essaye de faire ressentir des choses différentes que si vous alliez voir le spectacle simplement. Donc ça propose une autre facette de ce que peut engendrer comme émotion les Arts Flo, parce que c'est une de leurs grandes forces, c'est qu'ils ne lésignent pas dans les émotions, dans la musique, dans la beauté de ce qu'ils veulent transmettre. Ariodante donc à retrouver en avant-première dimanche au Cinéville de La Roche-sur-Yon. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est le Café de la Marine que vous retrouvez à partir d'aujourd'hui sur TV Vendée. Cette semaine, Virginie et Gilbert ont reçu sur leur plateau Violette d'Orange et Samantha Davis. Ce qui a beaucoup séduit justement, c'est le naturel de tes vidéos. Tu confiais dans le film Devenir que tu avais quand même un petit peu disons, été influencé par certains pros. Est-ce que c'est travailler cette stratégie ? Je pense que j'ai toujours eu envie de partager vraiment ce que je vis en termes d'émotions, même au-delà de la compétition, raconter comment on y arrive, tout le chemin parcouru derrière et la préparation. J'ai toujours voulu un peu montrer l'envers du décor de la course au large et du milieu des marins qui parfois paraît un peu mystérieux. Et voilà, donc et puis c'est aussi je trouve une manière de créer des souvenirs. C'est donc à retrouver à partir d'aujourd'hui cette édition du Café de la Marine en compagnie de Violette d'Orange et Samantha Davis. On revient rapidement sur les titres de l'actualité développés ensemble ce matin. Nous sommes revenus sur la 5e édition de Mon Souvenir, cette journée dédiée à la transmission de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale auprès des collégiens. 40 élèves ont ainsi remonté le fil du temps pour se glisser dans la peau des soldats de l'époque. Nous sommes allés à Fontenay-le-Comte où le climat social se tend à la poste. Une trentaine de salariés sont en grève depuis le début de la semaine. En cause, un projet de réorganisation prévu cet été, jugé menaçant pour l'emploi et dénoncé par les syndicats CGT et Sud PTT. Et puis nous avons mis le cap sur les Sables d'Olonne pour la 22e édition de la solo Maître-Coq. 18 skippers s'affrontent cette semaine dans cette course en plusieurs étapes, considérée comme un passage obligé pour les aspirants au Vendée Globe. Charlie Dalin, le vainqueur du Vendée Globe 2024, y a participé, ou encore
Sébastien Simon, 3e du dernier Vendée Globe, le skipper vendéen originaire des Sables, lui aussi y a participé dans le passé. Nous arrivons à la fin de cette matinale, merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr avec le journal de 12h30 présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je ne vous donne pas rendez-vous demain, nous serons le 8 mai, ni vendredi, on se retrouve lundi, donc à partir de 7h bien évidemment. Lundi, nous recevrons sur ce plateau l'une des responsables de l'association Fibromyalgie Vendée. Nous parlerons donc avec elle de cette maladie bien particulière et des différents moyens mis dans la recherche. Je vous souhaite donc de passer un excellent grand week-end sur Télé Vendée bien évidemment et rendez-vous lundi prochain.